Pour cet épisode, j'aimerais vous raconter une histoire assez insolite et tragique qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle du radeau de la Méduse. Elle concerne un navire français qui en 1761 fait naufrage au large de l'île de Tromelin et qui, après réparation et construction d'un radeau de fortune, laisse sur place 80 esclaves malgaches en promettant de revenir les chercher. Ils y resteront 15 ans. 15 ans sur une île sablonneuse battue par les vents où il n'y a rien, ni arbre, ni végétation, ni ressources, ni abri. Seulement 7 personnes sont retrouvées vivantes en 1776, mais la question qui, moi, me fascine et que je vais aborder dans cet épisode, c'est comment ont-elles survécu ? Bon, les histoires comme ça, moi j'adore. En général, c'est pas les épisodes qui font le plus de vues. Ça c'est vrai parce que ça manque de ce petit côté politique, polémique, sulfureux. Mais l'histoire, c'est pas que ça. L'histoire, c'est aussi des anecdotes, des petites histoires justement comme celle-ci que personnellement je trouve tout aussi fascinante et intéressante. Alors de temps en temps, je me dis que ça fait pas de mal. L'histoire se déroule en pleine guerre de 7 ans, qu'on peut qualifier, j'ai déjà abordé cette question, de premier conflit mondial, puisqu'elle se déroule à la fois en Europe, en Amérique, en Inde, dans les colonies et sur les mers. En 1761, la France envoie la frégate L'Utile, c'est son nom, ravitailler les colonies parce que la guerre fait rage avec les Anglais et que nous aussi, on a un empire maritime à défendre. L'Utile, qui appartient à la Compagnie des Indes orientales, arrive donc à Madagascar et sur place, le capitaine du navire, qui s'appelle Jean de Lafargue, embarque 160 esclaves malgaches. Son but est d'aller les amener et les vendre sur l'île de France, actuelle île Maurice. Sauf que le gouverneur de l'île a temporairement interdit l'esclavage, ça c'est des choses qui sont liées à la guerre de 7 ans au contexte. Alors le capitaine doit changer son itinéraire pour tenter de gagner une autre île, mais à l'époque, il n'y a pas de carte précise et en plus, le capitaine navigue de nuit pour éviter de se faire prendre avec cette cargaison illicite. Alors, ce qui devait arriver arriva. L'Utile se prend dans les corails au large de l'île des Sables, qui est l'actuelle île de Tromelin, et fait naufrage. 18 marins se noient sur le moment, ainsi que la moitié des esclaves. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que les esclaves étaient tous enfermés le soir dans la cale dont on clouait les accès pour éviter les rébellions. Il a donc fallu attendre que le navire se disloque pour que les esclaves puissent sortir et regagner l'île à la nage. Bref, nous voilà avec 210 rescapés sur l'île des Sables. Rapidement, on s'organise, un puits est creusé et on commence à construire un radeau de fortune avec les débris du bateau et avec l'aide des esclaves. Une fois le radeau construit, faute de place, seuls les Français embarquent, laissant les esclaves sur place, en leur laissant les vivre aussi, quand même, et en promettant de revenir les chercher bientôt. 80 esclaves livrés à eux-mêmes sur une petite île battue par les vents, à 500 km des côtes où il n'y a rien. Mais quand je dis rien, c'est absolument rien. C'est un terrain vague en pleine mer, cette île. Je l'ai dit, ils resteront 15 ans avant qu'un navire ne vienne les récupérer. Et ce sauvetage tardif, ils le doivent en partie au premier lieutenant Barthélemy Castellan du Vernet, qui était un membre de l'équipage de l'Utile et qui était très affecté par cette situation. Dès son retour en France, il a tenté d'avertir les autorités en vain. Ah oui, en même temps, c'est la guerre et puis on se doute bien que le ministère de la Marine a d'autres chats à fouetter actuellement. Alors il retentera d'avertir le ministre et la Compagnie des Indes orientales bien des années plus tard dans un courrier et ce n'est donc qu'en 1776 qu'une corvette passant par là, la Dauphine, vient à leur secours. Petite anecdote, cette corvette est commandée par Jacques-Marie de Tromelin, qui donnera donc son nom à l'île de Tromelin, qui s'appelait auparavant île des Sables. Au final, sur les 80 esclaves laissés sur place à la base, il ne reste que 7 femmes et un bébé de 8 mois, donc né sur l'île, forcément. Et évidemment, ces femmes seront affranchies dès leur retour, c'est quand même la moindre des choses. Mais elles sont pas retournées à Madagascar, puisqu'elles avaient peur d'être de nouveau remises en esclavage par leurs congénères. Je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière, l'esclavage, c'est pas qu'une histoire de blanc. Bon, maintenant, la question la plus intéressante à se poser dans cette histoire, parce que c'est bien beau, mais c'est comment ont-ils fait pour survivre tout ce temps dans un endroit aussi
isolé et inhospitalier. Et puis aussi, que sont devenus les autres rescapés de l'île, puisqu'on passe quand même de 80 à 7,5 quoi. Eh bien, comme les archives sont quasi muettes sur ce sujet, et puis on comprend pourquoi, hein, c'est un peu gênant, il a fallu attendre que l'archéologie ne réponde à leur place. C'est ainsi que de 2006 à 2013, 4 missions de fouilles ont été menées sur l'île de Tromelin, qui abrite actuellement une station météo. Et il aura fallu gratter un petit peu les couches de sable pour que l'histoire ne se dessine à nouveau. Tout d'abord, les chercheurs ont retrouvé tout un tas d'objets souvent récupérés dans l'épave du bateau, des éléments de porte transformés en haches, des gonds de sabord qui étaient devenus des marteaux. On sait aussi que les esclaves sur place avaient entretenu un feu avec le bois du bateau, et puis ils avaient des briquets et des silex qui étaient présents sur le bateau à bord. Et avec ce feu, ils ont fondu des métaux pour en faire des objets utilitaires, comme cette bassine en cuivre par exemple, qui a été réparée pas moins de 7 fois. À l'époque, c'était pas du tout le gaspillage et l'obsolescence programmée, quoi. On a aussi retrouvé des cuillères découpées dans le cuivre, et puis même des objets fabriqués avec les rares ressources naturelles de l'île, comme par exemple des coquillages qui pouvaient servir de louche. Pour ce qui est de la nourriture, comment mangeaient-ils et que mangeaient-ils? Ça aussi, c'est une question intéressante. Eh bien déjà, ils mangeaient chaud, hein, ils cuisaient leur nourriture à l'aide du feu dont j'ai parlé, et ils mangeaient les animaux locaux, même s'il n'y en a pas beaucoup. Il y avait des tortues, du poisson, des oiseaux, c'est mieux que rien, et puis on peut supposer qu'ils broyaient tout ça et qu'ils faisaient de grandes bouillies, de grandes soupes pour se nourrir. L'eau potable, eh bien, c'est à l'aide du puits qui avait été creusé dès l'origine. Et puis enfin, pour ce qui est de l'habitat, je l'ai dit, l'île est sans cesse battue par les vents, c'est un climat très rude, il n'y a pas d'arbres, pas de végétation, alors les rescapés ont construit des bâtiments, des vrais bâtiments en dur, avec du corail et du grès. Donc ça nous donnait des bâtiments avec des murs très épais, ça faisait 1 mètre de large, de quoi résister aux vents violents de l'île. Les archéologues ont mis au jour une 12aine de bâtiments collés les uns aux autres et agencés autour d'une cour centrale. Et en gros, tout ça nous dit plusieurs choses sur cette terrible aventure humaine. Premièrement, en construisant des habitats en pierre, les esclaves, qui étaient malgaches, je l'ai dit, ont bravé un interdit absolu de la culture malgache qui veut que la pierre soit réservée aux morts, aux tombes. Et donc, pour survivre, ils ont dû accepter littéralement de vivre dans des tombeaux. Et ça, c'est très symbolique. Deuxièmement, le fait que les habitations soient regroupées autour d'une cour centrale prouve, là aussi, qu'ils ont su s'adapter, puisqu'ils ont su vivre en société, collés les uns aux autres, alors que dans la culture malgache, dans la société malgache, c'est très individualiste avec des maisons séparées et les gens qui vivent chacun de leur côté. Et enfin, tout cela nous montre, tout ce qu'on a retrouvé, ça nous montre qu'ils n'ont pas fait que survivre. Ils ont carrément recréé une société en 15 ans, au milieu de nulle part et à partir de pas grand-chose. Par exemple, on a retrouvé des bijoux en cuivre, en métal, et une lettre d'époque qui avait été écrite par un marin pour nous rapporter tout ça. Elle nous dit que les survivants s'habillaient avec des ornements et des plumes d'oiseaux. Le tout dans la détresse la plus totale, hein. C'est quand même bon de le préciser parce que j'en ai pas encore parlé de ce sujet précisément, mais j'ai dit qu'ils étaient passés en 15 ans de 80 personnes à 7,5. Alors la question c'est où sont passés les autres? Eh bien dans la lettre que j'ai citée à l'instant, la lettre du marin, on apprend aussi que 18 personnes sont parties assez rapidement dès les premières semaines en construisant un radeau fait à la va-vite avec des voiles en plumes. Et donc, il est fort probable que ce radeau n'ait pas tenu bien longtemps en mer. Ça fait déjà 18 personnes en moins sur les 80. On apprend aussi que plusieurs femmes sont mortes en couche. Ouais, et puis c'est tout. Le reste, on ne sait absolument pas. Et puis, on peut quand même le supposer puisque je vous laisse deviner et imaginer ce qui a pu se passer dans les premiers moments avec la peur, l'angoisse, la détresse. Il est fort probable que beaucoup se soient jetés à l'eau ou même entretués dès le début. Les archéologues estiment que le nombre de rescapés est rapidement tombé à une 15aine de personnes, rapidement dans les premières semaines. Mais aujourd'hui encore, on ne sait pas formellement expliquer cette hécatombe. Voilà pour cette histoire à la fois terrible et passionnante. Pour les gens que ça intéresse, sachez qu'une exposition lui est consacrée au Musée de l'Homme à Paris jusqu'au 3 juin prochain. Merci de votre attention, j'espère que cet épisode plus anecdotique, plus dans l'esprit petite histoire des origines vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait du bien de temps en temps de se faire une petite anecdote comme ça, c'est tout aussi intéressant. Portez-vous bien et à bientôt.